Rouen est une agglomération de 465 000 habitants, préfecture du département de la Seine et de la région Normandie. C'est le commerce maritime qui fit sa prospérité. Bien que se trouvant à 80 km de l'estuaire de la Seine, des bateaux de 150 000 tonnes peuvent rejoindre son port. Il n'y a en effet que 3 ponts en aval qui ont un tirant d'air de 50 mètres, le tirant d'eau étant maintenu par dragage à 10 mètres au moins. C'est le premier port céréalier de France. Nous montons sur une colline de l'agglomération de Rouen pour une vue globale sur la ville. Ce qui frappe d'emblée, c'est le nombre de clochers. Victor Hugo disait, je cite, « La ville aux 100 clochers carillonnants ». Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Devant nous, avec sa grande flèche, la cathédrale Notre-Dame, le monument le plus prestigieux de la ville. Sur la droite, l'église Saint-Maclou, joyau de l'art gothique flamboyant. Encore plus sur la droite, l'abbatiale Saint-Ouen, ancien couvent bénédictin des plus puissants en Normandie, enfin juste à côté, la mairie de Rouen. Le pont Gustave Flaubert, une réalisation à 60 millions d'euros, doit dégager le centre-ville du trop-plein de circulation. C'est un pont-levis capable d'élever son tablier à 55 mètres au-dessus du plus haut niveau de la Seine en 12 minutes seulement. Il y a encore 5 autres ponts qui enjambent la Seine, tous construits après la guerre, vu les bombardements intenses de la ville lors de la Semaine rouge en 1944, ayant pour but de retarder le déplacement des troupes allemandes qui voudraient se rendre sur les plages de Normandie pour repousser le débarquement. En fait, il y a encore 2000 maisons à colombage ici, à Rouen, malgré la guerre. Mais en gros, tous les quais ont été détruits. Quand on regarde la rive gauche, on voit tout de suite que c'est très moderne. Mais vraiment, tout le quartier, là, a été refait après-guerre. Et tout le quartier, le long des quais, en gros, de la cathédrale jusqu'au quai, tout a été refait. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons notre visite par la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, construite en style gothique au cours du Haut Moyen-Âge à partir d'une église romane. L'édifice a encore une taille humaine. Classiquement avec un transept, elle a une longueur de 144 mètres sur 24 de large. Sa façade occidentale asymétrique à 62 mètres de large. La hauteur de la tour principale est à 82 mètres, celle de la nef à 28. Comme tous ces édifices religieux, elle a subi de nombreuses destructions, comme en témoignent les gravures de l'époque. La Seconde Guerre mondiale ne l'a pas épargnée avec les bombardements lorsqu'il s'est agi de retarder l'armée allemande. L'édifice fut construit entre la fin du XIIe siècle et le début du XVIe pour les derniers décors en façade. Si le gothique en présence est relativement sobre, sauf la façade qui est en gothique flamboyant, le trésor de ce bâtiment, ce sont ses vitraux, qui ont d'ailleurs été déposés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux du XIIIe siècle sont de dominance bleue et se trouvent à l'arrière du chœur. Cependant, ils occultent beaucoup la lumière. Ainsi, au XIVe siècle, ainsi qu'au XVe siècle, on créa des vitraux à dominance grise avec des personnages de plus en plus grands. Ceux du XVIe siècle sont encore plus grands, plus colorés et il y a plus de décors. Le déambulatoire, zone de promenade autour du chœur, contient de nombreuses statues provenant de la façade de la cathédrale. Elles sont placées dans les arcatures aveugles. On trouve également les gisants de Richard Cœur de Lion et de son frère Henri le Jeune. Ici, le majestueux escalier des libraires dans le croisillon nord du transept. Le garde-corps semble avoir été fait de dentelle. Notre-Dame de Rouen fut, jusqu'en 1880, le plus haut bâtiment au monde, avec ses 151 mètres, bientôt dépassé par la cathédrale de Cologne.
Sa façade de style gothique flamboyant, la plus large de France, comporte 3 portails. Ceux de gauche et droite se rapprochent encore du style roman, le portail principal étant franchement gothique. Un grand nombre de statues ornent cette façade. Malgré les importantes destructions de la Deuxième Guerre mondiale, Rouen compte pas moins de 2000 maisons à colombage de style normand, ce qui en fait la première destination pour ce type d'habitation. Bien qu'interdite depuis 1520, la technique d'encorbellement est encore bien présente. Son interdiction est liée au risque accru d'extension d'incendie, à l'insalubrité et à une idée préconçue que moins l'air circule, plus la peste risque de se répandre. En 1348, il y a eu une grosse épidémie de peste ici à Rouen. Et qui dit peste dit beaucoup de morts. Et donc on enterrait tous ensemble, on avait un charnier. Donc, c'était un cimetière si vous voulez au départ. Un cimetière où on enterrait. Et ensuite, une centaine d'années après, il y a eu une autre peste. On a agrandi le cimetière et on a commencé à construire les galeries que vous avez autour de vous. Les galeries ouvertes, comme un cloître d'abbaye. Il n'y avait pas l'étage qui était au-dessus, il y avait juste un comble, si vous voulez, il y avait une toiture en pente, et il y avait un comble, et les ossements étaient mis donc dans les greniers, entre guillemets, dans les combles. Et on avait donc des galeries ouvertes, ce qui fait qu'il y avait des chapelles funéraires, il y avait des statues, où on venait se recueillir, etc. Et ce qui est très original, c'est que c'est le seul décor, le seul charnier, entre guillemets, qui est resté tel quel en Europe. Mais si on l'a gardé, c'est qu'il y a une raison. Donc c'était au départ un cimetière, un charnier. On a fait les galeries 15 et 16e siècle, les décors que vous avez là. Mais 17e siècle, on a fermé, on a rajouté une autre galerie là. Et qui s'est installé là? Ce sont des religieux qui faisaient école. Voilà dans la rue du Gros Horloge. C'est le symbole de la ville de Rouen. Avec la cathédrale, c'est vraiment le symbole. Donc, on a le Gros Horloge qui est ici, et sur le côté, là, à gauche, donc, vous avez aussi une tour, c'est celle qui vient de sonner d'ailleurs, c'est un beffroi. Alors, les beffrois, il y en a beaucoup plus dans le nord de la France. Les beffrois étaient le symbole que la ville était commerçante, très puissante, très riche, et que c'était les civils eux-mêmes, les bourgeois de la ville, qui s'auto-administraient. Ça paraît rien pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un pouvoir très important. Et avec ce beffroi, vous avez des cloches qui sonnent les alarmes et qui va sonner aussi les heures, pour savoir à quelle heure on ouvre les magasins, à quelle heure on les ferme, etc. Et tous les quarts d'heure, ça sonnait. Donc c'est le plus ancien système d'horlogerie, avec des poids, des contrepoids, etc. Bien le cadran, on remarque qu'on a les heures en chiffres romains, n'est-ce pas? Mais on remarque aussi qu'on a une seule aiguille. L'aiguille des heures était suffisante à cette époque, où le stress de la montre n'existait pas. Le cadran présente encore les phases de la Lune dans l'oculus de la partie supérieure. Dans une fenêtre de la partie inférieure apparaît un semainier dont les jours sont représentés par des allégories des planètes du système solaire. De nombreuses maisons à colombage de la place du Vieux Marché ne sont souvent que des façades anciennes remontées à cet endroit. La renommée de la place remonte au 30 mai 1431, date à laquelle Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur le bûcher. Une croix symbolise cet événement. Les exécutions se poursuivirent d'ailleurs jusqu'en 1836. L'église Jeanne d'Arc, construite en 1979, est loin d'enthousiasmer les foules par son aspect extérieur, ressemblant à un bateau viking ou un poisson. C'est à l'intérieur que se trouve le trésor, soit des vitraux de l'ancienne église Saint-Vincent, détruite en 1944, mais dont les vitraux avaient été mis en lieu sûr.